Un grand angle consacré à la situation au Mali et à la nomination officielle du colonel Assimi Goïta au poste de président quelques jours après son coup d'État contre le pouvoir civil. Un coup d'État vivement condamné par Emmanuel Macron, lui qui envisage même un retrait des troupes françaises dans le pays si le Mali va dans le sens d'un islamisme radical selon ses propres termes. Alors, pour en parler avec nous en plateau, Michel Gali, vous êtes politologue et expert de l'Afrique de l'Ouest. Et puis on retrouve également Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Merci à tous les deux d'être avec nous. Déjà, une première question concernant cette sortie d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé longuement dans les colonnes du journal du dimanche sur la situation au Mali. Il a été très clair, la France ne restera pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Ce sont ces mots, Michel Gali. Oui, bon, personnellement, ça me semble un peu surréaliste parce que quand on vient d'avaliser cette sorte de succession absolument étrange au Tchad, vous voyez, voire d'organiser d'ailleurs, et puis on parle de manque de légitimité. C'est intéressant ce terme parce que la légitimité, c'est quoi? Est-ce que c'est de soutenir ceux qui, comme en Côte d'Ivoire, Guinée ou ailleurs, font des troisième mandat ou plus, vous voyez, ou des successions héréditaires comme au Gabon, au Togo et j'en passe. Donc cette question de légitimité, c'est quand même très relatif. Et ce qui s'est passé au Tchad avec l'aval d'Emmanuel Macron, ça a été une sorte de feu vert, vous voyez, pour tous les militaires putschistes et assimilés. C'est d'ailleurs ce qui commence à être dit aux Maliens. On commence à comparer ce qui s'est passé au Tchad avec ce qui se passe au Mali. Et effectivement, ils sont sur la ligne, cette ligne que vous venez d'avancer. En effet, cette question du deux poids, deux mesures est mise en avant non seulement au Mali, mais en réalité partout sur le continent. Parce que ce qu'il est important quand même de rappeler, c'est qu'en effet, cette position prise par Emmanuel Macron a malheureusement été confirmée par l'Union africaine, qui est garante de l'état de droit de par l'ensemble des textes. Et tous les exemples que vous avez cités, en effet, en termes de légitimité démocratique démontre aujourd'hui qu'il y a un réel recul en matière normative sur le continent africain qui est extrêmement préoccupant. Michel Gali, toutefois, Emmanuel Macron, concernant le Tchad, dit craindre une libyanisation du pays. Ce sont ces termes. Il va assez loin. Libyanisation, c'est comme sa sortie sur l'islamisation du Mali. À mon avis, c'est pas une bonne analyse. C'est un euphémisme. C'est-à-dire, c'est pas parce que les gens viennent de Libye que c'est des djihadistes. Bien au contraire. Le leader de la rébellion du FARC, c'est plutôt quelqu'un de gauche qui veut peut-être prendre le pouvoir à la place de ceux qui sont au pouvoir en N'Djamena, mais il n'a rien de djihadiste. Et de même, assimiler le colonel, le président Assimi Goïta à un quelconque djihadisme, c'est les bras m'en tombent, quoi. Je veux dire, il y a une erreur d'analyse majeure, à mon sens. Niagale Bagayoko, je vous vois confirmer. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste du Tchad, mais en effet, le terme de libanisation me paraît tout à fait excessif. On a affaire à une rébellion politico-militaire qui était réfugiée sur un territoire voisin. Donc il n'est pas, à mon avis, question de parler d'éclatement du Tchad sous la pression de forces extérieures. Pour ce qui est de cette question de l'islamisation, du lien qui a été fait, quand on lit l'interview dans le journal du dimanche, ce lien est moins évident que les titres qui en ont été tirés. En revanche, je pense que ce qui est en train d'éclater aujourd'hui, au grand jour, c'est le désaccord qui couve depuis au moins 2 ans entre la France qui a pris une posture extrêmement ferme en affirmant qu'il n'y aurait jamais de négociation avec les djihadistes et les autorités maliennes qui, s'en remettant à des décisions qui ont été prises de manière collégiale en 2017, en 2019, notamment dans le cadre du dialogue national inclusif, reprennent le principe de l'engagement de pourparler, en effet, avec les 10 fils du pays, quelle que soit leur obédience, y compris les chefs djihadistes Yadak Gali et Amadou Koufa. Concernant le M5, il va y avoir des discussions donc, et une nomination d'un Premier ministre prochainement. Rappelez-nous l'importance de ce parti et ses liens parfois tendus avec la France. Alors, le M5 n'est pas un parti à proprement parler, c'est un regroupement justement d'organisations, donc de partis politiques, de mouvements de la société civile,
Initialement, l'ACMAS, qui était le mouvement de soutien à l'imam Dicko, en faisait partie. Elle s'en est depuis retirée. Donc c'est un mouvement extrêmement composite qui a été à l'origine des mouvements de protestation populaire qui ont réclamé le départ du président Ibeka et qui s'est senti doublé en réalité par le coup d'État qui est intervenu en affirmant parachever cette révolte populaire. Donc le M5 s'est senti depuis le début de cette transition mis de côté lors des négociations en septembre, lors de la rédaction de la charte de la transition, lors de la feuille de route, de la rédaction de la feuille de route. Et en réalité, aujourd'hui, c'est un retournement auquel on assiste parce que le M5 apparaissait comme le principal opposant à la transition civilo-militaire et notamment au rôle de la junte. Michel Galli, est-ce qu'il y a effectivement à imaginer une suite aux déclarations d'Emmanuel Macron? Est-ce que la force Barkhane pourrait vraiment quitter le pays un jour? Et quelles seraient les conséquences si ça arrive? Écoutez, c'est quand même paradoxal parce que le général Lecointre vient de dire il y a quelques jours qu'on était là pour 10 ou 15 ans. Et puis d'un coup, Emmanuel Macron dit exactement l'inverse, c'est-à-dire on va se retirer. Donc à mon avis, la vérité est un peu entre les deux. On est dans une situation d'enlisement, voire d'ensablement, où il est tout aussi difficile de partir que de rester. Alors partir, il y a quand même 8500 Français au Mali. Ça a une place stratégique par rapport à tous les mouvements djihadistes d'Afrique de l'Ouest. Si on part, qui est effectivement un pouvoir plus ou moins islamiste, les pays comme la Côte d'Ivoire et les pays du Golfe, où il y a beaucoup d'intérêts français, sont menacés, d'autant plus qu'ils sont divisés. Donc moi, ça me semble plutôt une menace rhétorique dans un premier temps que l'annonce d'un retrait total et rapide de la force Barkhane. Mais alors, quelle menace concrètement? Comment on peut faire plier Goïta au final au Mali? Moi, en réalité, je me demande si justement ce coup de force n'est pas une occasion pour Emmanuel Macron d'engager un retrait, qui ne sera pas immédiat, bien entendu, mais qui permettra de dire que la raison du désengagement de la France n'est pas sécuritaire, n'est pas un échec opérationnel, mais qu'elle est due en réalité à ce coup d'État. Vous dites par là qu'il profite en fait de ce coup d'État pour ça? Je pense que ça pourrait lui offrir en effet une occasion de justifier un retrait français, non pas par un échec de l'armée française. Mais par un alibi. En gros, Michel Galli, vous êtes d'accord avec... il faut rappeler qu'il y a des mouvements anti-français à Bamako, comme dans d'autres pays du Sahel ou d'Afrique, mais en même temps qu'il y a l'exemple à Centrafrique où l'influence russe, les conseillers qui mettent plus ou moins sous tutelle le gouvernement centrafricain, qui sont un contre-exemple géopolitique pour Paris. Alors, est-ce qu'il faut vraiment se retirer, laisser la place alors, Emmanuel Macron dit aux islamistes, je n'y crois pas trop, mais peut-être aux Russes, peut-être à d'autres forces extérieures. Ça me semble difficile de prendre cette décision au point de vue de la géopolitique globale de l'influence française. Mais alors que peut faire la France? C'est ça en fait la question qu'on ne comprend pas maintenant. Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est la question à $1 million, parce qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on se pose cette question. Il y a un gros point d'interrogation. 5 000 hommes, visiblement, de la force Barkhane à l'échelle de 5 pays qui représentent à peu près l'Europe, avec des dizaines de milliers de combattants divers et variés. Je vous rappelle environ 13 000 militaires de la MINUSMA, la Force internationale des Nations Unies au Mali. Et puis, on n'arrive pas à réduire, effectivement, non pas des terroristes, comme dit trop souvent l'armée, voire le pouvoir français, mais une mouvance djihadiste et islamiste qui, effectivement, comme vous l'avez dit, a gagné le centre du Mali, est en train de se déplacer aux frontières vers les pays du Golfe. Donc, il n'y a pas vraiment de bonnes solutions et de bonnes formules. Donc, on est un peu dans une impasse. Niagalé Bagayoko, on va revenir un petit peu aussi sur les dirigeants ouest-africains de la CEDEAO qui sont réunis aujourd'hui au Ghana pour évoquer la situation du Mali. On a l'impression des fois que le Mali, c'est une question épineuse, c'est un peu le caillou dans la chaussure, ce qui se passe là-bas actuellement pour les voisins africains du pays. On s'aperçoit que le Mali est un pays extrêmement rétif en réalité, qui ne plie pas aux injonctions, qu'il s'agisse de celles d'un partenaire majeur pour elle, donc la France, ou de l'organisation sous-régionale, pour
pour résoudre cette question justement de la présence française, de son devenir, je pense que les autorités maliennes ont elles-mêmes une grande contradiction à résoudre. C'est-à-dire que oui, elles affirment depuis très longtemps qu'elles veulent négocier. En même temps, elles ont besoin de cette coopération militaire, pas uniquement pour des raisons opérationnelles, parce qu'il s'agit d'une rente également. Donc c'est très compliqué. Côté français, je pense qu'il y aura une redéfinition du dispositif, sans doute du côté d'un dispositif très présent, même très discret, qui est le dispositif Sabre des forces spéciales, qui n'a rien à voir avec la force Takuba. Michel Galli, je reviens un instant également sur la CEDEAO, toujours, et sur cette réunion. On pourrait éventuellement imaginer des sanctions financières, peut-être contre le Mali. Assimi Goïta est à cette réunion. En gros, il y va en costume de président, comme on l'a vu, mais il va chercher ses sanctions ou il va imposer justement cette stature? Écoutez, je pense que la CEDEAO, comme d'autres institutions, sont très gênés parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils se sont quand même déconsidérés, voire délégitimés au Tchad. Il était très difficile pour eux d'adopter des sanctions envers le Mali ou envers Assimi Goïta, alors qu'ils ne l'ont pas fait envers Mahamat Déby au Tchad, vous voyez. Donc c'est un peu compliqué. Moi, je me demande s'il n'y a pas l'espoir, comme on l'a esquissé, d'une solution malienne. Alors du côté de négociation avec Yadrali et certains mouvements djihadistes d'un côté, et puis de l'inclusion du M5 ou de ses représentants dans un gouvernement qui serait non pas militaire, mais militaro-civil en quelque sorte, beaucoup plus ouvert paradoxalement que celui qu'il y avait avant. Niagala Bakayoko, vous êtes d'accord? Oui, pour ce qui est de la CEDEAO, ces leaders sont vraiment appelés à prendre une décision historique. La position très ferme qu'ils ont adoptée au mois d'août, absolument, n'est pas la même, la configuration n'est pas la même qu'au mois d'août, puisque à l'époque, les principaux chefs d'État qui ont été particulièrement intransigeants avec la junte, c'était Alpha Condé et Alassane Ouattara, qui étaient en passe de concourir pour un troisième mandat. Cette période est passée. Seront-ils là aussi durs envers cette junte? C'est une vraie question, sachant que les coups d'État, c'est une tradition extrêmement présente dans la sous-région et tous ces chefs d'État peuvent être extrêmement menacés en réalité. Michel Galli, une dernière question pour conclure ce grand angle. Est-ce qu'on est à un moment charnière de l'histoire du Mali actuel et de la région? Comme on l'a dit, il y a une tradition de coup d'État, même au Mali, qui, effectivement, depuis les indépendances, n'a pas cessé. Donc je dirais que ce n'est qu'un épisode, hein, mais en même temps, ça montre qu'il y a un délitement continu de l'État, avec parfois des conséquences, au fond, perverses, si on peut dire, au sens des faits non voulus, de l'influence française. L'influence française et le corps expéditionnaire Barkhane, au fond, qui est quand même puissant technologiquement, délégitime les États. Les forces militaires traversent les frontières, agissent comme elles veulent. Donc, vous voyez, cet État qu'on est censé renforcer devient paradoxalement de plus en plus fragile. Et on va suivre ça toutes ces prochaines semaines. En tout cas, merci et ces prochains jours. Merci Michel Galli, merci Niagala Bakayoko d'être venus tous les deux sur le plateau de TV5 Monde.